Combien de nations, de peuples ont demandé un retour de restes humains et combien de retours ont été effectués par le muséum? Alors pour l'instant, les demandes que nous avons eues, il y a eu trois demandes. Hein. Une donc Saartje-Bergman, l'autre c'est l'Uruguayen, hein, et la troisième, la Nouvelle-Zélande. Ce sont donc les trois auxquels... Et sur les Uruguayens, il y a eu un retour? Oui, il y a un retour qui a été fait. Voilà. Ce sont les trois restitutions, les trois retours qui ont été faits. Et vous parliez tout à l'heure de demandes faites par les descendants. Est-ce que vous avez eu des cas concrets, des choses? Non, alors, non, il n'y a pas eu de cas concret sur ça. Non. On a eu un cas, mais peut-être, vas-y, sur le roi de il y a le cas d'Ataï, le chef kanak, oui, qui a été tué au maquis, en quelque sorte, en 1878. Et il y a une revendication active de la communauté kanak, et c'est convenu d'ailleurs dans les accords de Matignon qu'il retourne. Là, on a à la fois des descendants, donc le chef traditionnel qui nous a écrit est un descendant direct, et d'autre part le statut d'une communauté qui revendique un résistant, une figure nationale. Le même cas pour un roi de Casamance, le roi Sila Ebediata, qui lui non seulement a des descendants, mais également est une figure de la résistance à la colonisation, puisqu'il s'est laissé mourir de faim. Donc le Sénégal est en train de formuler, et c'est déjà arrivé au Quai d'Orsay, une demande officielle. Donc voilà deux cas bien ciblés qui seront évidemment traités et pour lequel le transfert sera fait. Ensuite, la communauté la plus militante, je dirais, ce sont les aborigènes australiens, et eux ont déjà envoyé plusieurs délégations ici. Et donc on a examiné de la façon la plus ouverte possible l'origine donc des crânes que je vous ai montré tout à l'heure. On n'a pas conclu à une identification et donc on n'a pas donné suite à la demande. Oui, le cas des Australiens est intéressant parce que là aussi, dans ces démarches-là, des deux côtés, les gens se rendent bien compte de ça. Et on a sollicité par avance, donc, et même au niveau du gouvernement australien, il y a un souhait du gouvernement australien pour la restitution, mais ce sont toujours des relations souvent au niveau de l'ambassadeur. Et c'est une approche vraiment pas à pas. On n'est pas encore dans la demande formelle d'un gouvernement à un autre. Et ça, et pour le Sénégal aussi, c'est pareil. Donc c'est là où je distingue au moment où il y a vraiment une demande formelle et mais l'instruction, je dirais, ou l'approche, en fait, eh bien sûr, elle commence bien avant. On a effectivement été approché, que ce soit par les Kanaks ou par les Australiens sur ça. Et en fait, on met en place un processus, voilà, par exemple avec les Australiens. C'est d'ailleurs, je dirais, la doctrine que je vous présentais, on l'a mise en place à l'occasion, justement, des discussions qu'on a pu avoir avec les représentants des aborigènes et du gouvernement australien. Et en fait, où on leur expliquait, c'était d'ailleurs très intéressant comme discussion, où justement comment on passe en fait d'un individu à un anonyme. Effectivement, quelqu'un, il vit et puis il est dans sa famille, il meurt, il est enterré, donc je veux dire, bon, il est connu et là où il est enterré, voilà, les gens vont se recueillir, il est mort, mais il est toujours présent parmi les vivants, où sa mémoire est là, et puis à un moment donné, l'histoire fait que ça se disperse, et à un moment donné, il n'y aura plus personne pour se souvenir de lui. Et donc à ce moment-là, comme j'expliquais à nos amis australiens, eh bien, pour nous, ils changent de statut. Et cette idée-là, pour eux, effectivement, était assez... je dirais, pas mineure, mais bon, ils avaient du mal à comprendre qu'on faisait une distinction, c'est-à-dire que le même individu, il commence, il est connu, et puis à un moment donné, il va perdre son statut d'individu pour devenir un anonyme. Et voilà. Et nous pensons que c'est cette limite-là qui est la limite entre la science et puis voilà, les populations, voilà, donc les descendants. Est-ce que vous attendez à une augmentation du
sont un peu, je veux dire, d'expérience, c'est triste à dire, mais les demandes de restitution sont souvent liées, je dirais, à la politique interne des pays. Donc, parce qu'il y a des communautés, on le voit en Nouvelle-Zélande, la communauté maori. Bon, et souvent, là aussi, dans un processus de réconciliation au sein du pays, et bien voilà, il y a des revendications aussi, il y a des revendications territoriales, en plus des revendications identitaires. Et voilà, et c'est vrai que quand la revendication est forte, et bien nous on en voit la trace. Et puis voilà, et puis peut-être que pour certains pays aussi, c'est aussi plus facile aussi d'agir pour eux, auprès de gouvernements européens qui se sentent toujours plus ou moins coupables, bien sûr. Et donc de jouer un peu sur ça pour en fait là aussi, on est dans le geste politique entre les pays, politique au sein des pays. Voilà, donc nous voilà, on constate, on n'est pas dupes, là aussi, on est ouvert après à la discussion. Mais puisque vous parlez politique, pourriez-vous nous dire où nous en sommes au niveau législation internationale en ce qui concerne donc ces retours ou restitutions de restes humains? Alors, législation internationale, il n'y a rien à ma connaissance. La seule chose, c'est l'ICOM qui a pris une position sur la façon dont il fallait traiter, là aussi, les restes humains. Et la formulation est quand même, je dirais, assez souple, puisqu'effectivement, il faut prendre en compte les intérêts des communautés. Mais il y a, de toute façon, l'ICOM n'a pas force de loi, comme je disais aussi. Je crois que les communautés, maintenant, sont reconnues à l'ONU. Tout à fait. Les communautés sont reconnues à l'ONU, mais les demandes passent par les pays. Donc il y a certaines communautés qui ont... Oui, tout à fait. Donc effectivement, d'ailleurs ça fait partie, c'est pour ça que nous, dans notre doctrine, effectivement, ce sont des communautés qui peuvent faire la demande et elles sont tout à fait légitimes. Mais on reste quand même dans le cadre, je dirais, de la loi, en tout cas du fonctionnement de l'État français, et le gouvernement français ne parle qu'à notre gouvernement. Ne parle pas à une communauté d'un gouvernement, sauf si ce gouvernement-là, effectivement, dit parler directement avec eux. C'est un peu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où c'était en 2002, parce que donc là les Australiens avaient, là aussi, souhaité se voir restituer les restes aborigènes qui étaient dans les musées. Donc le gouvernement britannique était sous pression, et en fait, il s'en était rien en disant, écoutez, ce n'est plus, les collections ne sont plus de notre responsabilité, ils sont sous la responsabilité directe du musée d'histoire naturelle. Et donc, nos collègues anglais ont eu droit à... c'est eux qui ont pris toute la pression du gouvernement australien. Et puis, j'avais rencontré récemment le directeur du muséum de Londres, Richard Lane, qui me disait qu'avant même de commencer, parce qu'effectivement, là, pour le coup, ils allaient entamer même un processus juridique, et avant même de commencer, ils en avaient eu pour 300 000 livres en frais d'expertise juridique. Donc on le sait, ce sont des histoires pour nous qui sont extrêmement compliquées. Extrêmement compliquées parce que bon, vous voyez bien, je veux dire, on est, une fois de plus, on est dans la science, on essaye, je veux dire, là, on voit les résultats qui en sont issus. Après, à côté, voilà, il y a ces demandes légitimes, il y a toute cette histoire, et quelque part, il y a tout ce non-dit. Bon, nous, on veut une situation claire. Et que les débats aient lieu, que les débats qu'il faut aient lieu dans les lieux qu'il faut, et qu'on ne se trompe pas. Oui. Parce que, par exemple, pour le cas des têtes maoris que nous allons rendre, personnellement, et je l'ai dit hier, je trouvais légitime leur retour chez nos collègues du musée de Te-Papa, qui sont des scientifiques également. Et par contre, j'aurais aimé, mais ça personnellement, qu'il y ait une loi internationale qui puisse imposer à la Nouvelle-Zélande et au peuple maori de ne pas les détruire, ces têtes. Oui. Alors qu'on sait que peut-être elles vont être détruites en étant incinérées ou inhumées. C'est bien ce que j'ai dit hier devant nos collègues maoris,
que... Voilà, mais ce que je décris là, justement, c'est un peu ce que je montrais, c'est la cohabitation des deux sphères, le sacré et la science. Leur dire, hein, prenez, nous, on sait cohabiter, et quelque part, et en France, voilà, on va dire, la sphère scientifique l'emporte sur la sphère sacrée. Dire, vous le reprenez, mais le package, c'est, vous avez la même conception que nous de, je veux dire, la suprématie, hein, entre guillemets, de la sphère scientifique sur la sphère sacrée. C'est là, moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que le souci, d'ailleurs, c'était, au début, ils voulaient le reprendre et les enterrer. Et je crois que le colloque d'hier était extrêmement productif de ce point de vue, parce que, même on dit, mais ils se sont rendus compte que, eh bien, avec les études qu'on pouvait faire sur ces têtes, hein, eh bien, ils pouvaient mieux connaître leur propre histoire. Donc, je veux dire, c'est pas si simple que ça. Je crois, une fois de plus, je crois que c'est, voilà, il faut respecter leurs coutumes, leurs croyances, ça fait partie d'eux. Mais voilà, donc la discussion, elle sera longue. De toute façon, avec les Australiens, c'est ce qu'on s'est dit, hein, quand on s'est vu. Ils savent que c'est un processus qui prendra plusieurs années. Voilà. Et on cherche ensemble, en disant, voilà, nous, on a notre doctrine là. On leur a dit, mais regardez chez vous, documentez chez vous. Ces gens-là, ils ont vécu quelque part. Qu'est-ce que vous savez sur eux? Et donc, on passe une situation, je dirais, vraiment d'opposition frontale en disant, là, on considère que c'est à nous, vous nous les rendez, taisez-vous, voilà. À une discussion, bon, on commence à comprendre le point de vue mutuel des uns et des autres. Et voilà, je dirais, comme à un moment donné, si le Parlement français doit faire une loi, il fera une loi. Si, bon, déjà il y en a une, puisque la loi de 2010 a institué une commission. Bon, nous on s'est positionnés. Voilà, si dans nos restes humains aborigènes, on a deux, trois possibilités où il y a sans doute une histoire individuelle derrière, si nos collègues australiens sont capables de la faire ressortir, bon, ben voilà, on présentera, on saisira la commission s'il y a une demande officielle de restitution de la part du gouvernement australien, au nom de la communauté aborigène. En fait, aujourd'hui, je crois qu'on est dans un cadre de fonctionnement qui est clair. Alors après, les gens jouent ou jouent pas, hein, ça c'est autre chose. Les rapports de force, là aussi, on n'est pas chez les bisounours, on est d'accord, mais voilà, au moins, on arrive à fonctionner. Oui. À l'UNESCO, il n'y a pas de comité d'éthique ou d'amorce de comité d'éthique en ce qui concerne. Oui. En tout cas, pas moi. Je sais que l'ICOM a travaillé sur le dessus, oui, puisqu'avec le nouveau code, mais voilà, donc tout à fait. Oui. Non. En tout cas, il ne se manifeste pas. Voilà. Je pense que si vous voulez, je pense que sur un sujet pareil, je veux dire, on sait, en France, les restes humains, essentiellement, ils sont ici. Je pense que c'est un sujet qui vraiment prenait à cœur et en considération. On serait saisi régulièrement ou depuis longtemps. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, oui. Bonjour à tous et à toutes. Je me permets de rebondir justement sur ce que vous venez de dire, puisque je travaille pour l'ICOM. Ouais. Donc je peux peut-être apporter quelques compléments. En fait, il existe un comité des restitutions et retours au niveau intergouvernemental à l'UNESCO qui examine, lorsqu'il en est saisi, les demandes émanant des États. Oui. Et effectivement, devant ce mécanisme qui présente tous les obstacles et parfois les mécanismes un peu bloquants qu'on peut connaître à la diplomatie, au système intergouvernemental, l'ICOM a souhaité développer au service de la communauté muséale, mais un peu plus largement, un dispositif de mode alternatif de règlement des conflits qui s'appelle la médiation. C'est un nouveau programme qui a été lancé l'année dernière. Pour l'instant, on n'a encore aucune saisine officielle, mais pour les cas que vous évoquez, justement, c'est tout à fait des affaires qui pourraient se régler par la voie de la médiation. Et justement, par rapport à ça, je voulais un petit peu vous interroger sur les limites que vous évoquiez dans la prise de décision politique. À partir de quel moment ça n'est plus de votre ressort et comment accompagnez-vous le ministère dans l'examen des demandes? Est-ce que vous pensez que ce type de procédure pourrait vous être utile?
Alors justement, je pense que ce n'est jamais de notre ressort, puisque ce sont des collections publiques. Donc elles ont un statut, c'est la loi qui... Nous n'en sommes que les dépositaires, elles ne sont pas à nous. Alors bon, on en est des gardiens. Et donc, je dirais, à partir du moment où il y a une demande, une fois de plus, les demandes sont faites au niveau du gouvernement. Après, voilà, au niveau du ministère qui fait, voilà, qui demandera un avis, hein, c'est évident, on le donnera. Mais ce n'est pas nous qui possédons. Les collections sont publiques. Et elles sont régies, hein, elles ont un statut. Voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, vous avez fait le rappeler, j'avais lu ce qu'avait commencé à faire l'ICOM, mais quand j'ai lu ça, justement, je me suis posé la question, comment nous on va s'insérer là-dedans? Je ne vois vraiment pas le dispositif français tel qu'il est, comment on peut faire. Parce que là aussi, si le muséum il va en tant que tel, il n'est pas... Je veux dire, il n'est pas légitime puisque, à cause justement du statut des collections publiques, de toute façon, si on y va, on y sera observateur, ou voilà, on peut donner un avis, mais on ne sera pas décisionnaire en la matière. Et d'ailleurs, voilà, une fois de plus, sur Sarthe-Parmain, il a fallu une loi. Hein, sur la restitution des têtes maoris, en fait, voilà, ça a commencé par la municipalité de Rouen, qui a souhaité restituer, rendre une tête, et c'était illégal. Voilà, donc il y a eu un débat, un jugement qui était très clair, et donc c'est pour cela que la sénatrice de Rouen a bien dit, voilà, on ferait une loi. Et moi, une fois de plus, je n'ai aucun problème avec ça. Il ne faut pas se mélanger les interlocuteurs. Je veux dire, on est sur des domaines, une fois de plus, la religion, le sacré, ça fait des millions de morts. Pendant les guerres, les scientifiques se parlaient, ils s'échangeaient parce qu'ils étaient dans leur sphère, et entre pays en guerre, les scientifiques s'écrivaient à propos de leurs découvertes. C'est pas chez nous qu'on se dispute. Ou si on se dispute, c'est sur les résultats, sur les contenus, mais je veux dire, ça prend jamais des proportions comme ça. Oui, si j'ai bien compris, le thème, c'est restitution et restes humains. Alors, je vais vous poser un peu deux questions et votre opinion sur deux éléments de contexte. Restitution, j'ai l'impression que les mentalités ont un peu évolué et on s'aperçoit que dans d'autres domaines, il y a des restitutions aussi qui sont demandées. Par exemple, il y a des manuscrits qui sont remis en prêt à la Corée, il y a des pistolets de Pouchkine, enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça. Il y a tout un contexte de restitution, indépendamment de l'aspect restes humains. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et puis d'autre part, l'aspect restes humains, vous n'avez pas cité l'aspect peut-être artistique aussi qui avait posé problème au niveau de l'évolution des mentalités, notamment il y a eu des expositions de plastination, de choses comme ça. Vous n'avez pas évoqué, est-ce que vous avez un avis là-dessus, par exemple, quelque chose d'éléments à donner? Après, sur les aspects de plastination, peut-être, parce que c'est... Alors nous-mêmes, on a exposé pendant des années un corps plastiné, qui est un écorché qui était visible dans les salles d'exposition permanentes, qui avait été fait en fait en 1862, je crois. Donc personne ne s'est jamais plaint de ce point de vue-là. Ce qui a posé problème pour l'exposition à laquelle vous faites référence, c'était plus, et ce qui a même, je dirais, pollué le débat, c'était l'origine contestable des corps, qui étaient des Chinois, dont on ne savait pas s'ils avaient vraiment donné. Donc ça a brouillé le message, dans la mesure où si ça avait été des gens, dont, mettons des Européens, des Français, qui avaient vraiment donné leur corps pour ça, on aurait évité cette polémique sur la Chine et sur la dictature, etc. Pour dire, est-il légitime de montrer des restes humains? Et il y en a d'autres, vous connaissez à Maison-Alfort, là, les écorchés de Fragonard. Donc ça, ces corps-là, ils existent, et dans la mesure où ils ont un sens pédagogique, où les gens veulent comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de leur corps, c'est un petit peu légitime, dans un musée d'anthropologie, qu'on voit l'intérieur des corps humains. Ce qu'on pouvait reprocher aux écorchés de Fragonard ou à l'exposition à Orbody, c'est la mise en scène, dans des postures plus ou moins décentes. Mais le principe de montrer des corps humains, y compris leur intérieur, je pense, est un principe pédagogique, parce que les gens aiment savoir de quoi ils sont faits. Donc nous, dans notre musée de l'homme,
on va effectivement montrer quelques éléments comme ça qui sont explicatifs. Mais on ne se positionne pas dans une dimension esthétique. Et concernant donc votre première question sur justement les autres aspects, je veux dire, le parallèle qu'on peut faire, là aussi, je dirais, c'est au niveau du sacré, parce que bon, le corps est sacré, mais dans des communautés, il y a des objets rituels qui le sont autant. Et c'est pour ça qu'effectivement, appartement, je veux dire, c'est ce qu'on va trouver en commun avec des musées d'ethnographie qui ont. Si on commence à dire effectivement, parce que cet objet est sacré pour nos communautés, donc ça justifie la restitution, là aussi, où est-ce qu'on met la limite de ce qui est sacré, donc ce qui devient légitime ou pas. C'est pour ça que c'est une discussion qui est extrêmement sensible. Et il y a deux éléments. Le fait que les restes humains, Christian Coffey en parlait hier, comme les restes culturels, peuvent être des ambassadeurs des cultures. Donc on a besoin de les voir en dehors de leur région d'origine. Et l'autre chose, c'est d'arriver à ce que ces collections deviennent une espèce de bien commun de l'humanité, que tout le monde les partage, et que donc, c'est un peu comme les fossiles humains, quand on trouve Lucie ou Toumaï, etc., c'est un ancêtre pour tout le monde, et donc c'est bien sûr la propriété du pays d'origine, mais au-delà de ça, on peut recadrer ça dans un paysage beaucoup plus large. Donc c'est un petit peu aussi la vocation de la science. À cet égard, c'est un petit peu la position qu'on doit défendre par rapport à des débats qui sont actifs actuellement sur le créationnisme en particulier. Donc ici, par exemple, au muséum, les gens travaillent beaucoup sur l'histoire de la vie, etc. S'opposent à des créationnistes qui sont, soit, vous le savez, des chrétiens fondamentalistes ou des islamistes qui disent non, vous nous racontez des histoires, tout ça, nous, on sait comment ça s'est passé. Alors, il se trouve que parmi les peuples indigènes, et ça serait intéressant de mieux définir ce qu'est un peuple indigène, il y a aussi des créationnistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les aborigènes australiens par exemple, qui pensent qu'effectivement, ils ont été créés sur place par Dieu et que l'histoire de Out of Africa, c'est une invention des Blancs et que c'est simplement pour leur contester leur caractère d'indigène. Or, si vous prenez par exemple cette histoire de l'ADN, vous voyez comme quoi une hypothèse scientifique argumentée peut élargir une perspective et au-delà des croyances locales, relier tous les peuples de l'humanité. Donc ça, c'est important aussi de considérer qu'à côté des croyances locales, qui sont légitimes parce que par définition ce sont les croyances des gens, eh bien, il y a quelque chose de plus grand et de plus universel. Ah oui. Restes humains, parce que je crois savoir qu'il y en a qui ont été manifestement volés dans des cimetières à une époque. Oui. Donc, il y a un problème encore juridique, là, de droit. Oui, tout à fait. Mais là, je dirais, quelque part, ça c'est le cas vraiment simple. Si c'est un bien, effectivement, si on a la preuve que ça a été volé, pillé, je veux dire, on a eu... Et il y a prescription ? Oui, il n'y a pas prescription. Oui, il y a prescription. Oui, À combien d'années ? C'est comme les archéologues, hein, chaque fois qu'ils fouillent une tombe dans le bassin parisien, c'est un viol et un vol de sépulture. Et la loi n'est pas rétroactive. Bon, on avait jusqu'à 17h, mais s'il y a d'autres questions. Oui. Une autre peut-être ? Oui. Le micro. Une loi pour l'exposition des restes humains, non ? Voilà. Est-ce que par exemple, pour Sarah Bartman, je suis désolée, je prononce mal, mais elle a été exposée jusqu'en 1974 et après, par la suite, elle n'a plus été exposée. Est-ce que c'est l'éthique de chaque musée qui décide de ne pas... Oui, tout à fait. Oui. C'est une décision du directeur du laboratoire de l'époque, mais il n'y a pas de loi. Le seul guide, c'est le code de déontologie de l'ICOM. C'est le seul guide, à partir du moment effectivement où le muséum il souscrit, il va s'en tenir à ça. D'accord. Donc il n'y a pas de loi qui encadre. C'est juste un code d'éthique.
Bon, s'il n'y a plus de questions, il ne reste plus qu'à vous remercier.